Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité avec la rédaction de Factuel.media, une heure avec le très énergique Jean-Marie Bordry. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous mon cher Stéphane. Avec nous aussi Victor Lefebvre, enquêteur donc à Factuel.media. Bonjour Victor. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Vial, cofondateur de l'Institut du dialogue civil, directeur du CERU, Centre d'études et de recherche universitaire, chargé du programme d'études sur la radicalité. Vous allez voir, ça a son importance, car il est aussi auteur du livre Paris 2024, les jeux face aux activistes. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de l'État d'Israël. Mardi, c'était les célébrations du 68e anniversaire de la création de l'État hébreu. Un anniversaire évidemment très particulier. Nous en parlerons avec Noémie Aliwa, qui rentre de Tel Aviv. Mais tout de suite, je voudrais que l'on se dise un mot de ce qui a fait la une de l'actualité mardi, l'attaque du fourgon cellulaire à Incarville. Fourgon cellulaire qui quittait la maison d'arrêt de Rouen. Victor Lefebvre, cette affaire est tout sauf banale et a provoqué de nombreuses réactions. Mais on le voit sur les images de vidéosurveillance qui nous sont remontées. Le commando qui a libéré le narcotrafiquant Mohamed Amra prend son temps au nez des automobilistes qui préfèrent eux-mêmes regarder ailleurs, à la barbe évidemment de la police dont on se demande ce qu'elle fait pendant de longues minutes. Qu'est-ce que l'on sait exactement de l'enquête, Victor ? Oui, alors pour l'instant, l'enquête est toujours en cours. Évidemment, le commando n'a pas été retrouvé. Et donc, cette équipée sauvage a fait 2 morts, évidemment, 2 agents pénitentiaires de Caen et 3 blessés graves. Donc, les 2 victimes, ce sont 2 agents, donc Arnaud Garcia, de 34 ans, une femme qui était enceinte de 5 mois, qui avait rejoint le service des escortes judiciaires de Caen seulement 1 mois plus tôt, et Fabrice Moello, 52 ans, père de 2 jumeaux. Et donc, Mohamed Amra revenait du tribunal de Rouen et était ramené vers la maison d'arrêt d'Évreux. Ouais. Et donc, sur cette opération spectaculaire et sanglante, on voit donc l'évasion. Alors, il y a un détail qui laisse penser aux enquêteurs que potentiellement, même si aucun élément ne permet de l'étayer à ce stade, que Mohamed Amra aurait pu être en réalité kidnappé. Alors pour l'instant, on ne va pas se prononcer là-dessus, mais ça fait partie des pistes qui sont explorées. Donc Mohamed Amra, pour en dire un mot, c'est un trafiquant stupéfiant de 30 ans, né à Rouen, très défavorablement connu des services de police et de justice, mis en cause à 19 reprises entre l'âge de 11 ans et 14 ans pour des violences, des vols, des extorsions. 19 reprises entre 11 ans et 14 ans. Et tous ces faits ont été systématiquement classés sans suite, c'est ce qu'avait révélé notamment Europe 1. Il n'était pas inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, donc le DPS. Et il ne serait pas donc considéré comme un gros poisson véritablement, plutôt un personnage de milieu de spectre du narcotrafic français. D'accord, mais enfin cette attaque qui mobilise une dizaine d'hommes, dont on comprend qu'ils ont bénéficié de moyens considérables quand même pour s'attaquer à l'État, à ses représentants à travers le personnel pénitentiaire, ça veut dire une chose, c'est que l'argent du trafic de drogue aujourd'hui, ça coule à flot, quoi. Ça coule à flot. Il y avait une commission d'enquête sénatoriale récemment qui a rendu ses conclusions, qui a été très médiatisée et qui montre que donc le chiffre d'affaires du narcotrafic en France, c'est entre 3,5 fourchettes basses et 6 milliards d'euros chaque année. Il y a 117 millions d'euros qui sont saisis chaque année, donc ça représente une somme, mais assez peu finalement par rapport à ce que représente le narcotrafic en France. Par comparaison, le budget du ministère de la Justice est de 8,5 milliards d'euros, pour donner une idée. Et il y a entre 200 000 et 250 000 personnes qui vivent en France du narcotrafic, donc c'est une véritable société parallèle, une contre-société. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, alors sur ces conclusions, donc il y a plusieurs recommandations qui sont émises, 35 notamment. La commission d'enquête propose notamment elle révèle plutôt l'émergence de la corruption des agents du public, et donc ça c'est un fait quand même notable. Ça commence donc les faits de corruption. Elle décrit une France submergée par le narcotrafic, donc la mise en évidence, je l'ai dit, d'une contre-société avec ses hiérarchies propres, sa police chargée d'assurer la sécurité des réseaux, son économie marquée par le taylorisme. Donc c'est véritablement industrialisé, et avec une spécialisation des tâches et la mise en place d'un marché parallèle de l'emploi. Donc plusieurs recommandations sont émises, notamment un peu sur le modèle de la juridiction italienne, la création de statut de repenti par exemple, la création d'une cour d'assises spéciale, et donc ça fait partie des recommandations proposées par les 2 sénateurs LR Étienne Blanc et PS Jérôme Durain. Est-ce que ça a une chance d'aboutir ? Leurs recommandations seront écoutées. Il y a certaines recommandations qui ont déjà été reprises par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, notamment cette cour d'assises spéciale dans les cas de narcotrafic avec des faits criminels, donc avec potentiellement des meurtres.
Il y a d'autres recommandations, on ne sait pas encore si elles seront reprises. Alors Olivier Vial, on va parler dans un instant de votre livre Paris 2024, les jeux face à la menace des activistes, mais je voulais vous demander une réaction. Est-ce que vous avez l'impression que la France bascule dans le narcotrafic et la guerre des gangs ? Quand on entend ces chiffres, effectivement, on ne peut que se dire qu'on est en face d'un phénomène d'ampleur. Mais il y avait déjà des signes avant-coureurs. Les émeutes de l'année dernière, en juin 2023, on s'était aperçu que pour la première fois, on avait des villes qui n'étaient pas des grandes centres-villes, mais des sous-préfectures, et que ça correspondait à une évolution de la carte aussi du trafic de drogue qui avait quitté, qui n'avait pas quitté, mais qui s'était petit à petit développé, y compris dans les petits centres-villes. Il y avait un élément qui aurait pu nous alerter, c'est que on a vu des émeutes très violentes, plus de 700 bâtiments publics qui ont été attaqués par des mortiers d'artifice. Pour qu'il y ait autant de mortiers en si peu de temps mobilisés, il fallait qu'il y ait des stocks. Et clairement, on a vu le profil, on en a beaucoup parlé, c'était des jeunes, souvent entre 14 et 16 ans, et on n'a pas des milliers de mortiers d'artifice cachés sous son lit. Non. Donc c'est bien qu'il y avait des stocks qui étaient quelque part. Ces stocks-là, il a fallu les payer, il a fallu avoir une logistique. On sait que les policiers avaient remarqué qu'il y avait des camionnettes qui livraient pendant les émeutes les mortiers aux jeunes qui attaquaient. Donc ça veut bien dire qu'il y a toute une logistique, et cette logistique-là, clairement, on sait qu'elle vient du trafic de drogue, et c'est aussi pour ça que pendant ce moment-là, et c'est ce qui peut nous inquiéter pour l'avenir, on a eu une vraie montée de violence, mais une violence qui était encore contrôlée, puisque finalement, ils n'ont utilisé à ce moment-là que des mortiers. Mais c'était aussi un message qui était donné au pouvoir public, c'est cette fois-ci, on leur a donné des mortiers. Qu'est-ce qu'on fera demain ? Et ça, je pense que c'est un des vrais enjeux, avec une vraie difficulté, c'est qu'effectivement, face à ça, on a un État qui a été effectivement assez défaillant, et le profil de ce délinquant, Mohamed Amra, qui a autant de condamnations, en tout cas d'actes d'inscription à son fichier en étant aussi jeune, c'est quand même la preuve qu'il y a un problème d'autorité. Bon, alors nous sommes ensemble pour parler de votre livre intitulé Paris 2024, les jeux face à la menace des activistes. Pour se mettre dans l'ambiance tout de suite, vous pensez que cette édition des jeux risque d'être secouée par des activistes ? Alors risque, c'est même pas un risque, c'est déjà le cas, puisque même si pour l'instant la police fait bien son travail, depuis le 8 mai que la flamme est arrivée sur le territoire, le ministère vient de communiquer, il y a déjà eu 32 actions qui ont été arrêtées, dont 2 tentatives d'accès direct à la flamme, donc des gens qui ont essayé de s'en prendre directement à la flamme, des drones qui ont été interceptés, qui étaient là aussi pour mener des actions contre la flamme. Donc en 5 jours, on a déjà 32 attaques qui ont été arrêtées. On en a entendu parler, ça, de Jean-Marie ? On a assez peu entendu parler. Il faut dire aussi que, quoi qu'on en pense, le parcours de la flamme est moins chaotique que ce qu'il n'a été en France juste avant les Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, où les activistes tibétains notamment, mais pas que, on se rappelle Reporters sans frontières, Robert Ménard, avaient essayé à de nombreuses reprises de s'en prendre à la flamme. C'est vrai que c'est moins spectaculaire cette fois-ci. C'est parce que pour l'instant, elle n'est pas encore arrivée à Paris. Le moment où ça a été très très difficile, c'était la traversée de Paris. Et là, effectivement, on a un dispositif policier qui est sans commune mesure. Vous avez vu, la flamme est encadrée par des coureurs qui sont des coureurs du GIGN. Il y a autour de ces coureurs-là une bulle d'une centaine de policiers. Donc elle est extrêmement protégée. Mais malgré ça, il y a des tentatives. Et ce qui va être de plus en plus compliqué, c'est que pendant les Jeux, on mobilise beaucoup de gens. Il y a les gens qui travaillent autour des Jeux, il y a les bénévoles. Et par exemple, il y a 1 million de personnes dont les services sont en train d'essayer d'éplucher les profils. Et on en a déjà épluché un tiers. Il y a déjà presque 2000 personnes qui ont été écartées, dont 30 fichiers S. Des fichiers S qui sont soit affichés parce qu'ils appartiennent à l'ultra-gauche, soit parce qu'ils sont... des écolos radicaux pour la plupart. Des écolos radicaux, soit pour des influences étrangères, etc. Alors, vous dites dans votre livre, les valeurs de l'olympisme sont menacées par les activistes, et vous expliquez assez bien qu'en fait, ce qu'on critique finalement, c'est les valeurs universalistes des Jeux, et qui s'est progressivement transformé, et qu'on critique aujourd'hui comme une forme de racisme institutionnel. C'est délirant.
En fait, effectivement, depuis, il y a toujours eu des actions un peu violentes, en tout cas des actions symboliques coup de poing pendant les JO. C'est une formidable tribune pour défendre une cause. On se rappelle déjà de Jesse Owens en 1936. Ça, c'était l'athlète noir qui avait levé le poing en l'air. Non, Jesse Owens, c'est celui qui avait défié Hitler en 1936 et qui est devenu... Et après, on avait fait deux athlètes en 68 qui, eux, effectivement, sur le podium, lèvent le poing en reprenant la symbolique des Black Panthers. Mais à l'époque, c'était des mouvements individuels. À partir des années 70, on a des mouvements qui vont devenir beaucoup plus politiques, beaucoup plus structurés, liés à des mouvements comme Greenpeace, les Amis de la Terre, etc. Et petit à petit, on a un vrai front anti-olympisme qui se met en place. Moi, je date de 2010, où en 2010, effectivement, à partir de Vancouver, on pourra reparler aussi de Septembre Noir. Il faudra en dire un mot tout à l'heure, si vous le permettez. On va détailler ce qui menace les Jeux dans un instant. Vous verrez comment ces activistes critiquent ce capitalisme, ce qu'ils appellent le capitalisme de fait. Dans un instant, on va parler des craintes pour les athlètes aussi israéliens et de la convergence des luttes entre les écolos radicaux, les antisionistes. On parlera aussi des ingérences des puissances étrangères qui font peur aux organisateurs. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin pour décrypter l'actualité avec la rédaction de Factuel.media. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry et Victor Lefebvre. Et notre invité du jour est Olivier Vial. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de l'Institut du dialogue civil, directeur du CERU, le centre d'études et de recherche universitaire chargé notamment du programme d'études sur la radicalité. Vous êtes là pour nous parler de vos recherches compilées dans un livre qui s'appelle Paris 2024, les Jeux face à la menace activiste. Alors, vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui des menaces qui planent sur les Jeux Olympiques. Nous avons compris que les valeurs de l'olympisme sont menacées par les activistes. Vous allez me dire un mot et puis vous allez nous détailler ces menaces. En particulier, la première de ces menaces, ce sont les écolos radicaux qui menacent les Jeux Olympiques. Alors oui, la première des choses, c'est que l'olympisme est une très belle valeur. C'est quelque chose qui a irrigué nos sociétés. Donc, si on veut l'attaquer, il faut d'abord déconstruire les valeurs. Et donc, l'universalisme, c'est ce qu'il fallait d'abord démonter. Et ils vont s'en prendre. Depuis 2010, il y a plein de biographies dans les mouvements militants qui circulent. Ils s'en tiennent à Pierre de Coubertin. Je crois que vous avez fait d'ailleurs une émission là-dessus. Et ils vont essayer de le faire passer pour quelqu'un de raciste, de sexiste, en prenant des anachronismes très importants. Et puis aussi des vrais... ils vont essayer de remettre l'histoire à leur sauce. Bien sûr. Par exemple, réécrire l'histoire, réinterpréter l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui. Réinterpréter l'histoire et puis même oublier certains passages. Par exemple, ils utilisent des jeux où soi-disant qu'il y avait des jeux qui étaient racistes parce que aux États-Unis on avait fait des jeux pour les autochtones il y a au début du siècle. Sauf que du siècle dernier. Sauf que ces jeux-là n'avaient pas du tout été organisés par le comité olympique et que Pierre de Coubertin s'y était opposé et avait critiqué. Sauf que ça, ils oublient de le dire et qu'en fait, ils font exprès de le mettre à sa charge alors que lui-même s'y était opposé. Donc on a cette volonté-là, effectivement, d'aller chercher tout ce qui est possible pour essayer de faire croire que l'universalisme, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans notre société, que l'universalisme, c'est une nouvelle forme de racisme qui, finalement, essaye d'imposer les valeurs blanches, occidentales, et donc c'est comme ça que c'est présenté aujourd'hui. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'il présente le sport comme un instrument de domination. C'est quand même assez incroyable. Et ces activistes aussi critiquent ce qu'ils appellent le capitalisme de fait. Oui, parce qu'en fait, l'idée quand même derrière, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, la critique de l'olympisme, derrière elle, c'est une critique de la société occidentale. Ils considèrent que l'olympisme, c'est un moyen, alors que toutes les nations sont représentées, mais c'est un moyen d'exporter les valeurs universalistes, la valeur du mérite, la valeur du dépassement qu'on retrouve dans le sport. C'est ce qu'ils critiquent. C'est une critique de la concurrence, c'est une critique de la compétition qui pour eux sont aux antipodes de ce qu'ils cherchent. Et puis effectivement ce capitalisme de fait, c'est la critique de la société capitaliste avec en plus un concept, effectivement le capitalisme de fait, où ils considèrent que c'est de l'argent public qui est mis au service de quelques-uns, les plus riches. Et ça effectivement c'est quelque chose qu'on va retrouver partout et qui va être très important, c'est l'idée de faire en sorte que les Jeux Olympiques soient présentés comme une machine à créer de l'injustice, à créer de la précarité et à créer finalement de l'insécurité pour les plus faibles d'entre nous. Pardon, c'est
pas exclusif aux Jeux Olympiques. Prenez par exemple le dernier procès qui avait été fait, souvent à raison, à l'autre grand événement sportif international, la Coupe du Monde de football. Création de précarité ou d'injustice sociale, pour le coup, ce qui s'est passé sur les chantiers du Qatar, c'était le cas. Ultra-capitalisme, c'était aussi le cas, on a le droit de le dire. C'est vieux comme le monde que de fustiger une compétition sportive internationale en disant que c'est un emblème de la surconsommation. Oui, c'est effectivement. Alors, c'est pour ça qu'on a des vrais invariants. Après, ce qui va changer de spectre, c'est la dimension des Jeux Olympiques et puis la volonté d'utiliser ça comme un moyen d'amener d'autres combats. En réalité, cette plateforme-là, on l'a depuis 2010 et on voit pour Paris 2024 qu'elle va être récupérée et elle va être radicalisée et intersectionnalisée. Ouais, alors justement, les écolos radicaux, eux, en profitent pour faire la critique du coût environnemental des Jeux Olympiques. Alors, ce qui est à la fois c'est à la fois vrai et c'est ce qui peut être surprenant, c'est que malgré tout, c'est pas l'argument principal. C'est que on sait que dans les médias, c'est ce qu'on retient le plus, mais chez les militants, la question écologique est finalement assez secondaire. Et ce qui est la plus grosse critique, c'est la critique de l'anticapitalisme. Et même les mouvements, et ça c'est une évolution assez récente et qui peut être assez inquiétante, c'est que même les mouvements qualifiés d'écologistes, en réalité, aujourd'hui, leur premier combat, il n'est pas sur la défense de l'environnement, mais il est sur le fait d'imposer la décroissance. Et donc, d'avoir une réponse anticapitaliste à la question écologiste. C'est injuste, parce que le revenu moyen des athlètes olympiques est clairement très très loin des footballeurs, par exemple, pour ne citer que... Alors, on découvre dans votre livre que plusieurs associations antispécistes, je rappelle ce que c'est que l'antispécisme, les antispécistes considèrent qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et les autres espèces animales et que toute forme de vivant doit être protégée. Donc ces associations condamnent toute forme d'exploitation animale, et c'est-à-dire que c'est aussi bien les abattoirs pour la viande, que les poules élevées pour pondre des œufs, mais c'est aussi finalement s'en prendre aux chevaux et aux épreuves hippiques. Donc on risque d'avoir des manifestations devant les épreuves d'équitation. Pour ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle les mouvements opportunistes, c'est qu'effectivement, c'est pas les Jeux Olympiques en eux-mêmes, mais ils savent que c'est le moment où ils peuvent se faire entendre de façon internationale. Alors, c'est même pas une menace, puisque là, on a déjà eu des mouvements, notamment un mouvement hollandais, qui a attaqué déjà certaines épreuves d'inscription aux Jeux Olympiques, d'enrôlement pour les Jeux Olympiques, et qui ont déjà menacé de faire des actions pour perturber les épreuves. Donc, on sait que ça va arriver. Et ils le font parce que, vous l'avez bien dit, dans l'antispécisme, l'idée, c'est pas seulement, on voit souvent que c'est juste lutter contre les abattages qui seraient mal faits. Non, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait plus de participation entre les animaux et l'homme. Plus d'interaction, absolument. Et donc, le loisir et la compétition est aussi considéré comme une violence. Alors, Victor Lefebvre, est-ce qu'il faut prendre au sérieux, est-ce que ces associations d'écolos radicaux sont nombreuses en France ? Alors, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Le ministre de l'Intérieur a même parlé d'éco-terrorisme. Rappelez-vous, il avait voulu notamment dissoudre l'association Les Soulèvements de la Terre. Donc, on voit que ça s'agrège, notamment avec la création de barrages, les méga-bassines. Pour les Jeux Olympiques, effectivement, ça fait partie des menaces qui sont prises au sérieux. Il y a notamment une figure de proue du féminisme radical, décolonial, indigéniste, Françoise Vergès, je parle sous votre contrôle d'ailleurs, Olivier Vial, qui a appelé à saboter les infrastructures des Jeux Olympiques. Donc c'est expressément annoncé. Oui, puis c'est un vrai mouvement, puisque aujourd'hui, on a par exemple les Soulèvements de la Terre, c'est une base d'activistes, ils ont une base de données de 100 000 personnes qui peuvent mobiliser 100 000 personnes depuis, en fait, la menace de dissolution les a renforcés. Aujourd'hui, c'est 170 comités locaux, ils ont déjà menacé, et puis on a plein d'autres mouvements, Extinction Rébellion, Alternativa. Et on a des comment dirais-je, des indiscrétions sur ce qu'ils envisagent de faire pendant les Jeux Olympiques, les Soulèvements de la Terre, les Soulèvements de la Terre ont déjà annoncé qu'effectivement, ils allaient participer à des actions contre la flamme, mais surtout, et ça c'est intéressant, ils ont compris que les forces de l'ordre étant mobilisées sur les Jeux Olympiques, ils auraient des moyens pour aller faire des actions en dehors des Jeux Olympiques, et notamment de renforcer leur volonté de créer des ZAD un peu partout. Et donc ça, effectivement, on a un risque d'avoir des mouvements opportunistes sur d'autres zones, par exemple la 69, etc. Alors, il y a, au-delà des menaces des écologistes radicaux, vous m'offrez une transition vers le deuxième type de menace qui pèse sur les Jeux Olympiques dans votre livre, parce que vous parlez de ces écologistes qu'on appelle l'écologie pirate. Pour une écologie, je cite, non blanche, avec à leur tête une certaine Fatima Oussak, une politologue, qui fait le lien entre les mouvements écolos et les mouvements antisionistes.
Dites-nous. Oui, alors elle, effectivement, c'est quelqu'un qui essaie depuis plusieurs années de faire le lien entre l'écologie et les quartiers. Parce que, clairement, jusqu'à présent, les mouvements écologistes, c'était plutôt des mouvements petits bourgeois, de personnes issus d'étudiants avec un fort niveau capital culturel. Et donc, elle essaye effectivement de radicaliser ça, et notamment juste après, mais quelques heures simplement après... le 7 octobre, elle va tweeter en disant que si il n'existe qu'une écologie, c'est l'écologie palestinienne, et elle appelle au soulèvement, de la terre en Palestine. D'accord. Et elle va effectivement là-dessus continuer, et elle défend une écologie effectivement qui soit non blanche et qui soit une écologie extrêmement décoloniale, considérant que, et ça c'est un autre concept très important, qu'il existe un racisme environnemental, et que la notion même de pollution, elle est aussi en partie liée. En fait, il y aurait des populations qui seraient plus touchées justement à cause de ça. C'est la faute du blanc occidental. C'est une volonté de faire ça. Du blanc occidental. La deuxième menace sérieuse donc qui plane sur ces jeux, ce sont les activistes anti-Israël, finalement. Et dans un contexte de guerre à Gaza, l'antisionisme est donc bel et bien une menace, vous dites dans votre livre. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a une convergence qui se fait autour la figure de Gaza. On le voit à Sciences Po, on le voit dans les universités françaises. C'est devenu un point de convergence pour tous les mouvements à la fois d'ultra-gauche, mais aussi écologiques. Par exemple, on parlait des soulèvements de la Terre. Il n'y avait aucune raison que les soulèvements de la Terre prennent position pour Gaza. Et ils ont organisé, il y a quelques semaines, des manifestations contre Carrefour, contre la marque Carrefour, accusant Carrefour d'être complice d'Israël. Donc on a effectivement cette volonté-là de plus en plus. Et on a vu par exemple Greta Thunberg récemment se mobiliser contre la participation d'Israël à l'Eurovision. Donc on sait qu'effectivement, la délégation israélienne sera malheureusement sous pression. Voilà, la France insoumise demande que l'on boycotte la représentation d'Israël durant ces Jeux. Victor Lefebvre. Oui, il y a plusieurs élus effectivement qui ont écrit le 20 février dernier au président du comité olympique, donc 26 députés de la NUPES, certains de la France insoumise, d'autres du parti Les écologistes, qui réclament d'appliquer à Israël lors des prochains Jeux olympiques les mêmes sanctions qu'à la Russie et à la Biélorussie, tout en laissant ouverte la possibilité d'une levée de ces sanctions en cas de cessez-le-feu durable. Donc on demande un traitement équivalent à la Russie et la Biélorussie, dont les athlètes ne pourront participer, mais sous bannière neutre. Donc c'est ce qui est demandé à ces élus. Il y a aussi un boycott de la délégation israélienne qui a été demandé par plusieurs associations pro-Palestine, dont Euro-Palestine, que Gérald Darmanin avait tenté de dissoudre il y a quelques mois, et qui ont manifesté début mai devant le siège du comité d'organisation des JO de Paris, afin de réclamer le bannissement des athlètes israéliens. Mais on se souvient d'un précédent fâcheux, c'était Septembre Noir. Rappelez-nous, oui, Victor. Septembre Noir, donc c'était cette prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Et au cours de cette prise d'otage, qui était donc organisée par le mouvement terroriste islamiste palestinien Septembre Noir, qui est issu notamment du Fatah, qui visait donc des athlètes israéliens qui ont été pris en otage. 11 ont été tués. Et ça faisait suite, c'était une représaille au nom de la guerre des 6 jours menée par Est-ce que je me souviens bien qu'un certain Edoui Plenel avait pris fait et cause pour Septembre Noir? Oui, ça lui a été reproché il y a quelques années. Donc il avait une vingtaine d'années à l'époque, Edoui Plenel. Il était à l'époque trotskiste, et il avait écrit alors dans la revue Rouge, qui était l'hebdomadaire de la Ligue communiste révolutionnaire, sous un pseudo, Joseph Krasny, et je cite in extenso ce qu'il disait: « L'action de Septembre Noir a fait éclater la mascarade olympique. Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de Septembre Noir. Nous devons défendre inconditionnellement les militants de cette organisation face à la répression à Munich. La fin si tragique, selon les Philistins de tout poil, qui ne disent mot de l'assassinat des militants palestiniens, a été voulue et provoquée par les puissances impérialistes. » Donc l'antisionisme n'est pas une nouveauté à l'ultra-gauche, et la critique des valeurs olympiques non plus. Non, parce que la phrase d'Edoui Plenel rappelle le tweet que j'ai, le deuxième tweet de Fatima Ouassak, où elle dit: pendant la guerre anticoloniale en Algérie, Simone de Beauvoir et Sartre ont pris position sans trembler pour la résistance algérienne contre la France. Dans la guerre qui oppose colons et colonisés, il faut soutenir sans trembler le camp des colonisés. Alors, on va se demander dans un instant quelles sont les autres menaces qui planent sur ces Jeux. Est-ce qu'il y a à craindre notamment de la part des puissances étrangères? À tout de suite sur Sud Radio avec nos invités.
Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous du samedi matin sur Sud Radio pour regarder l'actualité à la loupe avec la rédaction de Factuel, avec Jean-Marie Bordry également. Et notre invité est Olivier Vial, cofondateur de l'Institut du dialogue civil, directeur du CERU et surtout auteur avec Sébastien Vannereau de Paris 2024, les Jeux face à la menace activiste. On a vu que les écolos radicaux menaçaient les Jeux, on a vu que les antisionistes menacent les Jeux. On découvre également à la lecture de votre rapport d'études que d'autres associations et d'autres groupuscules vont profiter des Jeux aussi pour faire parler d'eux. Alors quels sont les autres mouvements activistes, Olivier Vial ? On a beaucoup, tout le spectre. Hein, donc les invalidistes, vous parlez des invalidistes par exemple. Des antivalidistes. En fait, oui, c'est notamment eux qui vont avoir un focus spécial sur les Jeux paralympiques, puisque là, on pourrait penser qu'effectivement, le fait d'avoir les Jeux paralympiques est quelque chose de très favorable pour la promotion justement de la lutte contre les discriminations sur le handicap. Eux considèrent le contraire, puisque l'idée du validisme, c'est de considérer que être handicapé est une identité comme une autre et qu'il faut la considérer comme ça. Et donc ils considèrent par exemple que faire en sorte soit de dépasser son handicap, et c'est ce qu'ils reprochent aux Jeux Olympiques, c'est d'être une compétition où on valide le fait d'aller au-delà de son handicap, de faire des efforts. Ils considèrent ça comme une violence. En gros, encourager un handicapé à faire des performances sportives, ça serait une violence. Ils considèrent aussi, par exemple, et c'est d'ailleurs dans ce milieu-là que ça a commencé, que dans le milieu des sourds, si des sourds se font appareiller, ils considèrent que c'est déjà quelque chose qui est une sorte de concession à la société valide et qu'il fallait plutôt essayer de développer sa propre culture. Donc à partir de ça, on a effectivement ce genre de mouvement-là qui va critiquer le fait à la fois qu'on pousse des personnes à se dépasser, et on retrouve la même chose pour les... Enfin, concrètement, ces gens-là, ils sont quoi, 10, 15, 3 Alors, en mouvement, non, ça commence... Alors, c'est ce qui est assez intéressant. Nous, on s'intéresse à la fois au mouvement et au concept. Les mouvements, il y a quelques associations comme les Dévalideuses qui sont intersectionnelles. On est vraiment dans des combats où... Oui, c'est ça qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on découvre qu'il y a une convergence des luttes, une intersection des luttes. En fait, le mouvement validiste, c'est pas un mouvement de défense des handicapés, c'est un mouvement anticapitaliste, qui est aussi antivalidiste et qui est aussi effectivement dans cette intersection. On va retrouver d'ailleurs d'autres mouvements. On a des mouvements aujourd'hui antifa très importants, mais on a des mouvements antifa trans et qui eux aussi vont être en présence sur les Jeux parce que justement ils militent pour la présence de trans dans les épreuves, et donc on aura sans doute des mouvements de protestation sous des formes ou des autres. Ce qui est intéressant pour revenir sur le nombre, c'est pas que la question du nombre, parce que le validisme, effectivement, il y a peu de militants. Ils sont capables de faire par contre parler d'eux beaucoup, et le terme de validisme ou d'antivalidisme, le terme, lui, s'est considérablement développé. Il y a 5 ans, le validisme ou l'antivalidisme, personne ne savait ce que c'était. Pas, oui, effectivement. Et aujourd'hui, on retrouve, il suffit de regarder, vous faites une recherche Google pour voir l'évolution de ce mot, et vous allez le retrouver dans pas mal d'endroits. Alors d'ailleurs, avec des gens qui l'utilisent souvent un peu mal, mais comme on a eu la même chose sur l'intersectionnalité, donc on a la même chose sur... On peut redonner la définition d'ailleurs à ceux qui nous écoutent, si on comprend bien la définition du terme validiste. Un validiste était une personne handicapée, ce qu'un sexiste serait par exemple à une femme. Ouais, c'est un peu ça. C'est qu'en gros, l'idée, c'est tout vient en gros de ce qu'on appelle les X-studies, donc c'est les études sociétales. Donc on va considérer, comme on considère par exemple la grossophobie aujourd'hui. Il y a des études sur les qui s'appellent les fat studies, où on considère que être obèse, même dans une obésité morbide, c'est une identité et qu'il ne faut pas aller chez un diététicien ou un médecin. Bon, eh bien dites-moi. Alors, je voudrais qu'on parle des puissances étrangères. Je le rappelais aux auditeurs que ces puissances étrangères pourraient s'ingérer dans les affaires des Jeux Olympiques et se servir de cette tribune exceptionnelle qu'offrent les JO. Justement, Victor Lefebvre. Plusieurs cas récents. En juillet dernier, il y a un cas d'ingérence orchestré par l'Azerbaïdjan qui a été notamment révélé par Viginium. Vous savez, c'est le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, donc qui a accusé l'Azerbaïdjan. Alors c'est une vidéo qui juxtaposait des images de violences policières avec un clip promotionnel des Jeux Olympiques appelant à boycotter les Jeux Olympiques. La vidéo a quand même été vue 7 millions de fois sur Twitter. Elle a été reprise par Julien Bayou, notamment l'élu écolo, par Gilbert Collère aussi. Finalement, il s'est avéré que c'était l'Azerbaïdjan qui était derrière ça. Et encore plus récemment, il y a une note du Centre de renseignement olympique qui alerte
sur des opérations de désinformation russes qui se multiplient depuis début avril et qui visent donc le détournement de reportages ou d'images de médias français sur les Jeux Olympiques, donc qui reprennent l'imagerie des médias français. Vous venez de dire que Gilbert Collard avait relayé une vidéo de propagande azerbaïdjanaise. Exactement. Ça a dû lui faire tout drôle, oui. Oui, absolument. Olivier Vial, vous craignez des phénomènes comme ça d'ingérence? Aujourd'hui, elles sont passées à un échelon industriel. La question est d'ailleurs de savoir, il y a plusieurs types d'ingérence. On a effectivement des ingérences directes, c'est-à-dire qu'il y a le risque aujourd'hui, et c'est notamment la note qui a été faite par les services secrets allemands là, il y a quelques jours, d'avoir y compris des attentats ou encore des projets d'attentats qui soient faits en gros pour un peu mettre de l'huile sur le feu. Donc ça, c'est un risque qui existe, notamment sur les infrastructures. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a eu plusieurs antennes 5G qui ont été détruites, mais on a eu aussi, ça fait longtemps, on a eu aussi des pylônes de haute intensité qui ont été abattus. Ça demande déjà une infrastructure un peu plus importante. Donc si ça pourrait très bien être à un moment donné poussé par des agences. Et après, on a quelque chose qui est beaucoup plus fréquent, c'est-à-dire qu'ils vont suivre des mouvements activistes et ils vont leur donner une caisse de résonance. C'est-à-dire que les mouvements activistes sont même pas au courant qu'ils sont instrumentalisés par des services étrangers, mais on peut avoir effectivement, par exemple, les validistes, très peu de militants, mais ils peuvent être à un moment donné, on peut mettre mettre le focus sur ces actions. C'est ce qu'on a vu à Sciences Po, quand on s'est rendu compte qu'il y avait les frères musulmans qui étaient derrière certaines manifestations. Donc c'est effectivement les gens, les activistes ne sont pas eux-mêmes au courant qu'ils sont complètement instrumentalisés par des puissances et par des forces étrangères. Et ça effectivement, on va le voir beaucoup avec notamment la puissance de certains robots sur Internet qui sont utilisés par des puissances étrangères. On sait que la délégation russe ne peut pas concourir sous le maillot russe. Qu'est-ce qu'il y a à redouter justement du côté de la Russie? Là-dessus, les services en tout cas sont très inquiets parce qu'on pourrait avoir beaucoup d'influence sur justement de fake news et de désinformation, mais il peut y avoir, parce que ça commençait à être le cas, aussi des actions qui consistent à donner des moyens financiers et humains à des mouvements activistes qui pourraient soit être tout à fait conscients de ça, soit ne pas être conscients qu'ils sont instrumentalisés là aussi. Et donc avoir simplement un effet d'échelle beaucoup plus important. L'idée de toute manière, c'est de faire en sorte que les Jeux Olympiques se passent mal, et donc en face, on a effectivement des services qui font beaucoup de travail, pour l'instant, comme je vous disais en début, il y a eu déjà 32 attaques qui ont été évitées. Sur les réseaux sociaux et sur le numérique, on estime qu'il y aura plusieurs dizaines de millions d'attaques qui seront faites. Pour l'instant, on arrive à les réguler. Est-ce qu'on y arrivera jusqu'au bout? Ça va être la question. Vous l'aurez compris, en ce samedi matin, vous n'avez pas fini d'entendre parler des Jeux Olympiques. Merci Olivier Vial. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Paris 2024, les Jeux face à la menace activiste. Vous avez coécrit le livre avec Sébastien Vannereau, que l'on salue ici. Changement de sujet, nous accueillons Noémie Aliwa, chef du service étranger de Factuel, qui rentre d'Israël. On va parler de ce drôle d'anniversaire que l'État hébreu a célébré cette semaine. Comment avez-vous trouvé l'ambiance sur place, évidemment? L'ambiance sur place, elle est extrêmement difficile. Alors, on connaît les Israéliens, ils ont une mentalité de fer, ils sont extrêmement résilients, ils ont l'habitude de la guerre, donc ils sont toujours dans une sorte d'instinct de survie très puissant qui fait que malgré les difficultés, généralement, ils vivent à 100 à l'heure. Là, il y a quand même une part de leur vie qui a été éteinte le 7 octobre, et c'est difficile. D'autant que la guerre continue, d'autant qu'il y a une sorte d'impasse politique, géopolitique et militaire démente depuis 7 mois. Parce que si on fait le bilan des objectifs qui ont été posés par le cabinet de guerre, à savoir la libération des otages et l'éradication du Hamas, très objectivement, ces deux objectifs ne sont pas remplis. Donc la situation est extrêmement difficile sur place. Les choses vont peut-être prendre encore plus de temps, mais le temps, ils n'en ont pas parce qu'il y a aussi un risque d'éclatement d'une guerre avec le Hezbollah au nord. J'ai vu que... il y a encore quelques jours, hier, il y avait 75 roquettes qui ont été tirées par le Hezbollah depuis le sud-Liban sur Israël, donc en une matinée, ce qui donne une idée aussi de la montée en puissance de cette guerre qui se prépare. La situation est très, 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 très difficile en ce moment en Israël. Eh bien, on va parler de ces célébrations des 76 ans de sa création tout de suite avec vous sur Sud Radio. Noémie. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre sur Sud Radio, votre rendez-vous pour regarder l'actualité à la loupe. Alors, je suis toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre, Olivier Vial également était notre invité. Nous accueillons Noémie Aliwa, chef du service étranger de Factuel.media, et je le disais, vous rentrez d'Israël. Mardi dernier, l'État hébreu célébrait ses 76 ans de création, 76 ans.
C'est un chiffre curieux, en vérité. Pourquoi on parle de 76 ans alors que le royaume d'Israël remonte à bien avant notre ère? Le grand royaume de David. C'est une très bonne question, cher Stéphane. Évidemment, il y a 76 ans, c'est pas le début du grand Israël tel qu'il est dans les imaginaires religieux. C'est le début de la déclaration, c'est le jour de la déclaration de l'indépendance qui a été promulguée par David Ben Gurion le 14 mai 1948. Mais Israël, comme terre promise, existe presque depuis la nuit des temps, puisque déjà dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, Dieu promet à Abraham un retour à Canaan. Canaan, c'est une partie du territoire israélien. Et encore un petit peu plus tardivement, également dans l'Ancien Testament, il y a l'épisode que tout le monde connaît, celui de l'Exode, avec les Hébreux qui quittent l'Égypte pour rejoindre la terre promise qui est Israël. Avec tout le monde connaît la fameuse l'histoire du prince d'Égypte qui a été adapté 1 million de fois. Donc, si vous voulez, dans l'imaginaire religieux et dans la première religion monothéiste, Israël correspond à la terre promise. Et donc, c'est déjà dans l'imaginaire religieux. Bien sûr, mais il y a aussi des traces archéologiques du royaume de David qui était en fait la première réunion entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Et ça, c'est moins 800 ans avant Jésus-Christ. Oui, tout à fait, vous avez raison de le préciser. C'est la raison pour laquelle Israël est très investi dans les fouilles archéologiques. On sait que sous le mur occidental, il y a régulièrement des recherches, des fouilles pour retrouver des objets qui datent de cette période-là et qui montrent aussi que le lien entre l'État d'Israël moderne et l'État d'Israël religieux, si je puis dire, il y a des liens avec des preuves historiques. Bien sûr. Non, mais je me permets de rappeler cela parce que, évidemment, et légitimement, les Palestiniens peuvent rappeler qu'ils ont occupé les terres d'Israël, mais les Israéliens, en tant que descendants du peuple juif, peuvent aussi légitimement faire même valoir qu'ils étaient là il y a très longtemps. Il y a toujours eu des Juifs en Israël. Au moment où Israël s'est appelé l'État d'Israël, au moment où Israël s'est appelé la Palestine, et encore bien avant. Et puis avant la déclaration, encore une fois, de Ben Gurion, encore plus récemment, il y a eu toute l'histoire du sionisme au XIXe siècle, avec bien sûr l'œuvre de Théodore Herzl, l'État juif, qui a réuni dans un congrès à Bâle si vous voulez, tous les gens qui voulaient construire cet idéal et lui donner une version politique concrète. Donc évidemment, tout ça dans un contexte de montée de l'antisémitisme en Europe. En Europe, absolument. Israël existait avant l'État d'Israël, si on peut dire. Ouais. Alors, le mot Palestine, justement, on continue à faire quelques petites précisions historiques, si vous me permettez, arrive bien plus tard. Et on doit ce mot à la haine des Romains pour les Juifs. Vous pouvez nous expliquer ça ? C'est un mot qui vient du philistin, qui est utilisé pour désigner la région du Levant. Et en fait, la terre, elle a été appelée ainsi qu'en 1920, sous le mandat britannique. C'est-à-dire que c'est une identité reconstituée, récente, qui n'a pas parce que c'est un territoire qui a été d'abord sous mandat britannique, avant il avait été sous l'Empire byzantin. Donc si vous voulez, la Palestine telle qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est une fiction. Quand les Romains parlent de la Palestine, c'est pour expliquer aux Juifs, finalement, qui se sont soulevés au 1er siècle de notre ère, que finalement, eh bien, on va pas leur faire l'honneur de leur faire comprendre que c'est leur territoire. Ça fait partie de l'Empire romain, et cette partie-là du monde s'appellera la Palestine. Oui, tout à fait. On voit bien que dans l'histoire, les Juifs qui ont voulu vivre sur cette terre, qui se sont toujours battus pour pouvoir le faire, et on le voit encore aujourd'hui. Alors donc le 14 mai 48, là ça y est, c'est la date qu'on retient pour la création d'Israël. Le 29 novembre 47, l'ONU vote le plan de partage de la Palestine, c'est la résolution 181. Et quelques mois plus tard, le 14 mai 1948, c'est donc David Ben Gurion qui proclame l'État d'Israël. Vous avez raison de mettre ça dans le contexte historique, c'est extrêmement intéressant et important d'expliquer que David Ben Gurion ne déclare pas l'État d'Israël en sortant l'événement de son chapeau. Ça vient après un plan de partage qui a été voté par l'ONU. Ça vient valider, selon ce plan de partage, l'idée qu'il y a à la fois un État juif et un État arabe. Mais qu'est-ce qui se passe le 14 mai au soir ? Il y a 5 États arabes qui déclarent la guerre à Israël. Le Liban, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et l'Irak, qui immédiatement, alors que ce pays a moins de 24 heures, les habitants sont des gens qui reviennent des camps, qui pèsent 40 kilos et qui ont des lance-pierres. 5 pays arabes déclarent la guerre, et on appelle ça la guerre d'indépendance, la première guerre israélo-arabe. Et là, à partir de ce moment-là, c'est une guerre qui dure 13 mois, à l'issue duquel les Juifs, les nouveaux Israéliens,
se battent tellement de toutes leurs forces qu'ils réussissent à ce qu'il y ait un cessez-le-feu et quelque part ils disent Israël est maintenant et Israël ne bougera pas, même si vous autour, vous ne voulez pas de nous. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les discours des dirigeants iraniens, ils parlent toujours d'Israël comme, ou de la Ligue arabe, ils parlent toujours d'Israël comme un cancer de la région. Les pays arabes autour n'ont jamais accepté cette nouvelle création moderne de l'État d'Israël. Mais Israël dit, nous serons là et nous vivrons, puisqu'ils le disent encore aujourd'hui. Alors donc, il y a eu cette semaine quelques célébrations modestes, j'imagine. Mais comment ça s'est passé au juste, Noémie ? Mi-figue, mi-raisin, si on peut dire. Vous avez raison, cette semaine, ça a été une semaine un petit peu particulière, parce que c'est la semaine où il y a le jour de Yom HaZikaron, la journée du souvenir, où les familles vont dans les cimetières. C'est un jour de mémoire, où il s'agit, tout le pays rend hommage à ceux qui sont tombés au combat, donc les soldats, et aussi aux victimes de terrorisme. C'est une journée qui porte le deuil, où le pays est vraiment déchiré. C'est une journée difficile. Et le lendemain, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, qui cette année, évidemment, n'a pas été un jour de faste comme il l'est d'ordinaire. Il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés. On sait que d'ordinaire, il y a des énormes fiestas à Tel Aviv pour les jeunes. On sait qu'ils font des barbecues à n'en plus finir dans les jardins publics. C'est un jour généralement parce que c'est un pays qui est flamboyant et très patriote, comme tous les jeunes pays. Donc, si vous voulez, normalement, c'est un très grand jour de fête dans tout le pays. Cette année, évidemment, ce n'était pas possible parce que le 7 octobre restera comme un déchirement et comme peut-être on parle de seconde guerre d'indépendance, là on est dans quelque chose de compliqué en ce moment. Alors du côté de Gaza, chaque jour on entend parler de massacres, ça c'est relayé par les militants notamment de la France insoumise. En France on parle de bilans extrêmement lourds, mais il y a eu quelque chose d'assez nouveau, c'est que les chiffres des morts sont de plus en plus contestés, y compris par l'ONU. Vous pouvez nous expliquer ? Des morts palestiniens, c'est... Je crois que je vais prendre des risques comme j'ai l'habitude de le faire, mais il faut dire les choses. Il n'y a pas de massacre. Il n'y a pas de massacre. Il n'y a pas de massacre. Les soldats de l'armée israélienne ne massacrent pas des enfants et des familles. C'est une guerre contre une organisation terroriste. Il y a des bombes qui sont larguées sur des terroristes avec des conséquences collatérales et une tragédie humanitaire. Ce n'est pas du tout la même chose. Le massacre, c'est quand on attaque une population civile. C'est ce que vous voulez dire. C'est le 7 octobre. C'est un massacre. Ce n'est pas du tout. Ce qui n'enlève rien du tout. Des milliers de victimes civiles. Mais évidemment. Mais il faut, si vous voulez, il faut comprendre les choses de façon adroite. Sinon, on comprend pas les choses. Sinon, on comprend rien. Non, mais quand on écoute les militants de la France insoumise, on parle de génocide, même ça va plus loin que le massacre. Massacre, c'est un peu doux dans leur bouche par rapport aux accusations de génocide. Ce sont des gens qui ne connaissent absolument rien au terrain. C'est pour ça que moi je militerai pour on a rappelé payer. Ici même il faut payer des billets d'avion à tous ces gens-là pour Israël, pour qu'ils aillent voir comment ça fonctionne, pour qu'ils comprennent que Israël, tel qu'ils l'imaginent, c'est-à-dire un grand méchant démon, n'existe pas, que c'est une société plurielle qui est divisée par des courants très différents. Vous allez à Tel Aviv, on manifeste pour qu'il y ait un cessez-le-feu, on manifeste pour qu'il y ait une destitution du pouvoir en place. Vous allez à Jérusalem, on vous explique que les manifestants mettent en danger le pays. C'est un pays qui est clivé, qui est pluriel. Justement. Et cette pluralité, elle est niée par cette idée fixe du démoniaque d'Israël. Oui, et on a entendu État colon fasciste. Voilà une présentation d'Israël qui manque de nuances. Ce sont des gens qui ne connaissent absolument rien au sujet, qui sont dans une haine monumentale et qui sont en train de mettre nos compatriotes juifs dans un très grand danger. Assez rapidement, j'aimerais qu'on vienne là-dessus. Vous parlez du clivage parce qu'il est réel. On voit que des images, on les voit régulièrement, des manifestations, soit de familles d'otages contre la politique du gouvernement, soit d'opposants à Benyamin Netanyahou. Que pèsent les opposants à ce gouvernement actuel et combien de temps ce gouvernement peut tenir ? Ça, c'est toute la question, si vous voulez. Et le problème, c'est que ces élections, selon le Premier ministre Benyamin Netanyahou, sont circonstanciées par la guerre. C'est-à-dire que lui vous explique qu'on ne va pas faire une élection, on ne va pas conduire les gens aux urnes, alors même qu'on est en pleine guerre et qu'il y en a peut-être une autre qui va être déclarée bientôt avec le Hezbollah. Mais les opposants politiques disent au contraire, attendez, ça fait 7 mois que vous menez cette guerre, manifestement vous y prenez mal, vous n'êtes absolument pas aujourd'hui en mesure de protéger ce pays, vous êtes responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre, donc nous, maintenant, on veut des élections, on veut changer de gouvernement, on veut changer même de stratégie, quitte à avoir une stratégie peut-être plus dure d'ailleurs. Mais en tout cas, on veut quelque chose d'autre et vous êtes responsable, donc vous devez absolument rendre vos responsabilités. Donc il y a une impasse politique en même temps que l'impasse militaire, en tout cas à l'intérieur, et ça peut durer longtemps ou pas ?
Ça peut durer jusqu'en 2026, puisque normalement, selon la loi, les prochaines élections auront lieu en 2026. Moi, je ne pense pas que ça durera jusqu'en 2026. La situation est beaucoup trop clivée. C'est pas possible. Il a une chance de se maintenir au pouvoir ou pas, Benyamin Netanyahou? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que même les derniers bibis, comme on dit, les derniers soutiens de Bibi, le 7 octobre, là, ce n'était plus possible pour eux de le soutenir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas soutenir des radicaux, des personnages politiques plus radicaux. Hein. Merci Noémie Aliwa d'être venue témoigner. Merci Victor Lefebvre. Merci évidemment Olivier Vial d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver nos enquêtes sur le site factuel.media. Vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve samedi 10h. Tout de suite, c'est On parle auto. Oui, votre automobile, toute l'actualité de l'automobile dans un instant de 11h à 13h. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Merci.